Voilà, de retour dans la Côte Immo avec Nicolas Panier. Ça va toujours, Nicolas? Ça va toujours. Et nous recevons Nicolas. Il est en duplex depuis Saint-Étienne. Il est en déplacement. Merci d'avoir pris le temps de passer par la Côte Immo. C'est Thomas Schmider, le président de Collodge. Bonjour, Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, votre siège, le siège de Collodge, est basé à Lyon. Vous n'êtes pas très loin d'ailleurs, parce que vous êtes à Saint-Étienne. Vous êtes un acteur du co-living en France. C'est un phénomène de société qui attire de plus en plus les investisseurs, mais pas que, mais aussi les usagers. C'est effectivement très pratique. Bien sûr. Quand on arrive dans une grande ville, quand on est un étudiant qui arrive ou quand on est sur un premier emploi dans une autre métropole. Alors, on peut dire que dans les millennials ou génération Z ou Y, peu importe le chiffre qu'on leur attribue, jeunes actifs et étudiants, c'est un mode de vie nomade qui a commencé à vraiment une tendance très très forte aux États-Unis, en Europe, avec des volumes qui sont extrêmement intéressants. On comprend maintenant pourquoi les fonds d'investissement investissent en masse. Question, Thomas Schmider, est-ce que le co-living va finalement s'inscrire au-delà du phénomène de société comme un véritable mode d'habiter pérenne? Oui, je le crois. Ça a commencé. Je pense que ce qui a changé fondamentalement et ce qui est en train de changer, c'est qu'effectivement, on passe de la colocation, qui était une période de vie, vous l'avez mentionné, essentiellement étudiante, hein, où pendant vos études, pendant les 3 ou 4 années d'études que vous aviez, vous partagiez un appartement à 3, 4, 5 personnes. Aujourd'hui, on dépasse, et vous avez mentionné, on passe vers les jeunes actifs et ce nomadisme. Et donc, effectivement, c'est une période de vie en communauté ou en partage qui est maintenant plutôt du 18-30 ans que du 18-21 ans. Je dirais que globalement, ce qu'on observe, c'est qu'on quitte la colocation ou le co-living plutôt quand on se marie. Voilà, donc c'est vrai que du coup, il y a d'où cette demande, puisqu'on passe d'une cible qui était une cible essentiellement étudiante à une cible de jeunes actifs, et donc sur une durée de vie beaucoup plus importante. Et puis, beaucoup d'autres cas d'usage. Il y a également du développement de co-living senior. Donc, le co-living, oui, est là pour s'installer et transformer un petit peu les modes d'habiter. Et alors, sur le sujet jeunes actifs, Thomas Schmider, c'est vrai que ça peut paraître un peu contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de penser dans un modèle traditionnel qu'on était en colocation quand on n'avait pas les moyens de se payer son propre appartement et que la suite logique et le rêve de celui qui est en colocation, c'est d'avoir son propre appartement, son propre lieu de vie. Comment expliquer qu'ensuite on passe de la colocation étudiante au co-living un peu plus industrialisé? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement? C'est un sujet de financement ou la raison est à trouver ailleurs? La partie économique existe, hein. Il y a un certain nombre de villes où la tension sur les prix d'achat ou sur les loyers font qu'effectivement, il est assez difficile néanmoins d'acheter. Avec le développement également je dirais de contrats non CDI, de tout ce qui est dans cette tendance des freelances et autres, pour lesquels il est du coup assez difficile de contracter un prêt pour emprunter, pour acheter, ou il est même difficile d'avoir les conditions requises pour une location. Et du coup, effectivement, il y a une partie économique, le partage. Voilà, c'est le partage des coûts en est une, ou la capacité justement d'avoir des contrats, des baux avec une plus grosse flexibilité, qui permet justement d'intégrer des gens qui n'ont pas forcément les conditions requises, les 3 mois de salaire, les 12 ans d'ancienneté, etc., etc. Mais au-delà de ça, je crois il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a cette volonté néanmoins de ne pas être isolé et de continuer à partager, d'avoir une interaction. Votre émission précédente était un petit peu sur l'évolution des bureaux et du coworking. Le coworking, c'est pas seulement non plus un espace de travail où on pose ses affaires, c'est également une façon d'interagir et de faire des rencontres avec d'autres. En ce sens, le co-living est le prolongement de cette tendance. Même chez soi, ça veut dire qu'on veut échanger chez soi, rencontrer des gens chez soi et partager son salon, sa cuisine, des endroits qui sont normalement de l'ordre de l'intime ou presque. Oui, alors effectivement, c'est d'où, en l'occurrence, ce passage de vocable de colocation à co-living et surtout de la définition de ce qu'on en fait. Pour ce qui nous concerne, on a poussé la chose un petit peu loin, puisqu'il y a cette double volonté qui est effectivement de pouvoir préserver une certaine intimité, tout en ayant
les avantages d'une communauté. Donc pour ça, en l'occurrence, les maisons qu'on développe et cette tendance du co-living sont bien des espaces individuels qui sont très bien organisés, avec des chambres individuelles, avec la salle de bain individuelle, avec les toilettes individuelles. Donc cette capacité en fait de projeter et des espaces suffisants et la capacité de préserver son intimité, mais des espaces partagés et des espaces partagés qui sont justement à la fois les espaces d'une maison classique, à la fois la cuisine, la salle à manger, le salon, mais potentiellement d'autres espaces que vous ne pourriez pas avoir de façon individuelle, une salle de cinéma, une salle de jeu. Et puis, pour ce qui nous concerne, on fait aussi un petit peu la fusion, justement, avec cette porosité qu'on observe entre la vie sociale et donc la vie professionnelle, et également des espaces de coworking où vous pouvez travailler du coup dans des espaces de partage, effectivement, au sein de l'habitation. On l'a vu d'ailleurs avec Flore Prader, effectivement, sur les nouveaux usages et la porosité qu'il y a entre la vie professionnelle et la vie intime, vie sociale. Est-ce que finalement, le co-living versus 21e siècle, c'est pas un peu le kibbutz du 21e siècle, des espaces de coopération, d'échange, des agoras où les gens se croisent? Un des premiers facteurs de stress des jeunes arrivant dans les grandes métropoles, c'est l'isolement, la solitude. Donc finalement, est-ce que le co-living, selon vous, vient à la fois régler un problème social d'intégration dans des zones urbaines qui sont parfois, ou qui s'apparentent parfois à une espèce de jungle urbaine, et en même temps une classe d'actifs qui attire toutes les appétences des fonds d'investissement, parce qu'on a vu récemment des investissements massifs dans votre secteur d'activité? Oui, mais si je prends la deuxième partie de votre question, de votre assertion, je crois que si les investisseurs aujourd'hui se ruent effectivement sur ce mode d'habiter, c'est qu'en fait, il y a une demande très forte de la part des consommateurs ou des utilisateurs, Et donc avec beaucoup d'argent à les gagner. tendances qu'on a pu décrire. Et vous avez raison, je reviens à la question précédente. Il y a à la fois cette volonté d'avoir une certaine intimité, effectivement, mais il y a ce besoin de partage, ce besoin de traiter l'angoisse éventuelle de l'isolement, alors qui peut venir d'une mutation professionnelle, qui peut venir d'une situation de vie différente, d'un divorce. Il y a pas mal de situations où justement faire partie d'un groupe permet d'éviter l'isolement, et c'est quelque chose qui est assez recherché. Alors justement, on va enchaîner sur la partie économique, si vous voulez bien. On le voit, le marché de la location, de l'accès à la location est très difficile pour les jeunes, notamment pour des conditions d'éligibilité des dossiers. Comme vous le savez, la plupart des dossiers aujourd'hui sont traités en matière de rating par des garanties de loyer impayés. Bref, c'est une grosse galère quand on vient d'avoir un premier CDI, quand on est en CDD, quand on est auto-entrepreneur pour se loger. Pour les étudiants, c'est carrément le parcours du combattant. Surtout qu'en plus, il y a des règles très strictes qui sont les règles en fonction du revenu ou des garanties présentées. Quand vous parlez, on parle de taux d'effort, c'est-à-dire le loyer consacré. Est-ce que vous veillez à ce que ça ne dépasse pas, par exemple, 30-35% du revenu? Ou est-ce que vous allez un peu plus loin parce que vous vous adaptez aussi à la demande? Bref, quels sont les critères et combien ça coûte de se loger chez Colodge? Alors, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on a souhaité traiter dès le début. C'est effectivement d'avoir des logements qui soient accessibles hors de ces conditions effectivement assez draconiennes et qui limitent l'accès au logement à beaucoup de personnes. Alors, on avait commencé sur des étudiants, mais il y a énormément de cas, les étudiants étrangers qui de toute façon ne peuvent pas avoir la caution puisqu'elle ne correspond à rien, ou des problèmes où je le mentionnais tout à l'heure, toute la population freelance qui n'a pas les 2 ans, les 3 ans de CDI requis, au-delà, et qui ont pourtant les capacités économiques de se payer le loyer. Donc nous, on a souhaité s'adresser à cette population. Donc on travaille plutôt effectivement sur des contrats de prestation ou sur des baux mobilités qui permettent de ne pas rentrer dans donc on n'a pas ces assurances GLI, etc. On ne les prend pas. Alors par contre, sur cette population, il y a quand même
des dispositifs qui existent comme l'assurance Visal, qui permet aux moins de 30 ans aux étudiants en fait, d'être couverts par l'Action Logement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas assez connu à mon sens, mais qui permet en fait de réconcilier les bailleurs et les utilisateurs. Donc, oui, on regarde bien évidemment la capacité de nos utilisateurs à payer le loyer, mais on a en l'occurrence un taux d'impayé qui est quasi nul, si ce n'est nul, sachant qu'on a des contrats qui sont flexibles. Alors justement, et généralement, les gens sont chez nous 1 mois, 9 mois. alors justement, 12 mois. Thomas Schmider, en moyenne, ça coûte combien chez Colodge? Ça dépend des villes, mais grosso De modo, combien, une chambre combien chez nous, avec tous les services inclus, sera à peu près l'équivalent du prix d'un F1 en loyer nu. Donc, je dirais qu'à Lyon, par exemple, nos prix sont aux alentours de 650 €, 700 €, sachant que dans ces prix-là, vous avez la location, mais vous avez également, bien évidemment, tout est compris, hein, c'est vraiment tout compris. Vous avez, comme dans un bureau, l'Internet, mais vous avez également le ménage des parties communes, vous Bien avez sûr. vos draps. Donc, en fait, on joue la flexibilité au maximum. Et en fait, c'est, on va dire, 20% plus cher qu'un loyer de base. Mais si on fait la somme de tout ce que ça comprend généralement, que ce soit le mobilier, le déménagement, on est en dessous en usage. Ça nous fait, Thomas Schmider, une transition toute trouvée pour le chiffre du jour. Le chiffre du jour de la Cote Imo, ce chiffre du jour, c'est 107 000 €. C'est le montant auquel s'est vendu le plus petit appartement de Londres. Et quand on dit petit, c'est vraiment petit. 7 mètres carrés, ce qui fixe le mètre carré à un prix de 15 285 €. De quoi rendre jaloux les plus beaux quartiers parisiens. Mais la différence avec Paris, c'est qu'à Londres, ce type de bien peut se louer, alors qu'à Paris, en France, la taille minimale de location de 9 mètres carrés doit être respectée, donc pour avoir le droit de mettre en location son bien. Et 9 mètres carrés à Paris, en moyenne, ça se négocie entre 60 et 120 000 €. Alors c'est plus une fourchette qu'une moyenne. Ça peut être une bonne idée d'investissement locatif. Alors 9 mètres carrés, ça peut satisfaire des envies de pied-à-terre, de bureau, voire de boîte postale pour ceux qui veulent. Ça dépend. Merci en tout cas Thomas Schmider de nous avoir présenté un petit peu les enjeux du co-living. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Colodge. Merci Sylvain, Lévy-Valency également. C'est la fin de cette émission. On a partagé un nouveau moment ensemble aujourd'hui. Absolument, on a été d'ailleurs ravis de le partager avec vous. C'est notre second numéro. Et ben, on va se retrouver demain, parce que demain, c'est politique. On va parler de politique de logement, de réglementation, d'inflation normative. C'est bien le sujet du jour. Je vous dis à toutes et à tous à demain, et à demain Nicolas.